professeur gardien de Paris, donc il est, nous avons la chance de l'accueillir aujourd'hui parce que c'est quelqu'un d'important dans le monde de la recherche et sur le plan international. Je suis très fier, moi en tout cas personnellement très heureux de l'accueillir aujourd'hui. J'attends ce moment depuis très longtemps. C'est un élève et un disciple de André-Georges Audricourt, tout en n'étant pas ni l'élève ni le disciple, mais plutôt une icône, un original. Et donc, c'est difficile de le présenter, puisque on pourrait dire un linguiste, et pour le moment ce qu'il apprécierait le mieux, ce ne sera pas suffisant à mon avis. C'est donc un linguiste, certes, mais aussi un historien, mais aussi un archéologue, mais aussi un ethnologue, mais aussi un anthropologue, et j'en passe. Et en réalité, c'est véritablement de ces savants du type André-Georges Audricourt, ou bien Leroy-Gourhan, ou bien Théodore Monod, dans leur domaine chacun, c'est un savant humaniste, c'est un savant interdisciplinaire, ce qu'on appelle un passe-muraille. Alors, il était encore très récemment directeur de recherche au CNRS, dans le laboratoire du Centre de recherche sur les langues orientales, qui était à l'époque à l'EHESS et au CNRS, et maintenant en plus à l'INALCO, c'est-à-dire aux langues orientales, où se trouvent les bureaux maintenant du CRLAO maintenant. Ils sont toujours à l'EHESS. Ils sont toujours à l'EHESS. Enfin, il y a deux sites. Le professeur Savard est en retraite depuis 2 ans maintenant, et donc il a de moins en moins de temps, et de plus en plus chargé de courir le monde, donner des conférences et surtout écrire. Et donc il nous a fait la gentillesse de venir à Strasbourg pour vous parler. Et croyez bien que ce n'est pas rien, puisqu'il est notamment le père d'une hypothèse que j'estime, alors ça c'est mes mots, révolutionnaire, décapante, extraordinaire, d'une langue mère dans les langues d'Extrême-Orient et d'Asie du Sud-Est. C'est très complexe, c'est une hypothèse de travail qui lui a pris des décennies, qui l'a impliqué, donc il va vous en présenter une grande part ici. Je laisse la parole en le remerciant très chaleureusement. Bravo. Merci professeur Leroux pour cette introduction qui est trop élogieuse, qui n'est pas vraie. Bon, merci beaucoup. Alors je vais vous parler de la restitution du passé par l'alliance de 3 disciplines et même plus de disciplines. Je voudrais vous parler aujourd'hui de famille de langues et de comment la linguistique, alliée à d'autres disciplines, peut nous aider à restituer une partie de l'histoire aux époques précédant l'écriture. Et je voudrais vous parler en particulier des langues austronésiennes. Voici la famille austronésienne, la famille des langues austronésiennes. Vous voyez qu'elle est extrêmement répandue puisqu'elle va de l'est de l'Afrique à l'île de Pâques, qui est qui est proche de la côte chilienne, donc de l'Amérique du Sud à l'Afrique. C'est ce qui est plus étendu comme famille de langues. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un préambule un petit peu long sur les notions que je vais aborder. Et au cours de ce préambule, je vous parlerai de la famille de langues indo-européennes, et qui est celle que les linguistes connaissent le mieux. Alors, vous savez ce qu'est une famille de langues. Une famille de langues, c'est un ensemble de langues modernes ou anciennes, dont on pense qu'elles sont toutes issues de la même langue ancestrale. Alors, sur cette notion de parenté des langues, langue ancestrale, langue mère, langue fille, ces notions peuvent s'illustrer au moyen des langues romanes. Français, italien, sarde, espagnol, portugais, français, italien, sarde, roumain, et d'autres encore, qui sont toutes issues du latin. On parle donc de langue mère, le latin, et de langue fille. Notez qu'il n'y a pas de père. C'est une affaire c'est de la parthénogénèse pratiquement. Il existe des cas où
On a des raisons de penser qu'une langue a deux parents, que c'est un mélange d'éléments qui viennent de deux parents, mais en général, on pense que les langues ont un seul parent. Donc il y a 2000 ans, il y avait une seule langue, le latin populaire, la langue mère, répandue autour de la Méditerranée, en jaune sur cette diapo. Et aujourd'hui, après 2000 ans d'évolution séparée, les langues filles ont cessé d'être intercompréhensibles. Espagnol, portugais, français, etc. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que les langues sont maintenant ne sont plus intercompréhensibles alors qu'elles l'étaient il y a 2000 ans? C'est parce que les langues changent. Toutes les langues changent et elles changent tout le temps. Il n'y a pas de langue qui ne change pas. Et tout change dans une langue. La prononciation change, les mots changent, le sens des mots change, les sens changent de mots, le système des formes qu'un même mot peut prendre, on appelle ça la morphologie, tout cela change, l'ordre des mots change. Les langues romanes, alors ici les langues romanes en jaune ne sont pas une famille de langues, c'est un sous-groupe d'une plus grande famille de langues, la famille indo-européenne, que vous voyez ici, mais le phénomène du changement de langue et le phénomène de la parenté, de la diversification d'une langue en plusieurs langues filles, ce phénomène est le même qu'on se place au niveau du groupe de langues ou de la famille tout entière. Alors on a exactement le même phénomène de divergence dans les langues germaniques, dans les langues arabes, en chinois et dans beaucoup d'endroits du monde. La famille indo-européenne est la plus grande famille du monde en termes de locuteurs. 3 milliards, plus de 3 milliards de locuteurs. La deuxième, c'est la famille sino-tibétaine. Elle est immense parce qu'elle contient le chinois. Alors la famille sino-tibétaine, c'est plus d'1 milliard de locuteurs. Vous avez une idée du nombre de familles de langues dans le monde que les linguistes reconnaissent couramment aujourd'hui? Environ 150. Donc famille. 6000 langues, 150 familles. Vous en avez des grandes, des familles à beaucoup de langues, des familles avec peu de langues. Donc les plus grandes sont, comme je l'ai dit, la famille indo-européenne, la famille sino-tibétaine. Que font les linguistes avec ces familles? Eh bien, ils les identifient. Ils disent, tiens, là, il y a une famille avec telle et telle langue. Ils tâchent de comprendre l'histoire des changements qui se sont produits entre la langue ancestrale, qu'on appelle la proto-langue, et les langues modernes. Donc, changement depuis la proto-langue jusqu'aux langues modernes. Et en remontant le cours de ces changements, on peut arriver à restituer des parties de la langue ancestrale. Par exemple, on peut arriver à restituer une partie de vocabulaire, savoir quels mots il y avait, que voulaient dire ces mots et comment ils se prononçaient. Les linguistes historiques, donc ça c'est la linguistique historique, les linguistes historiques ont une méthode pour savoir si un mot d'une langue est indigène ou bien s'il a été emprunté à une autre langue. Et ils ont une méthode pour restituer la prononciation des mots d'une langue ancestrale. Mais il y a une question que les linguistes ont oublié de poser, qu'ils n'ont pas posée jusqu'à la fin du siècle dernier. Pourquoi et comment les familles de langues se forment-elles? Vous voyez, il y a 6000 langues dans le monde aujourd'hui, et parmi ces 6000 langues, il y en a qui perdent des locuteurs, des langues où la démographie est inversée, la pyramide des âges est inversée, où il y a peu d'enfants qui la parlent et beaucoup d'adultes. Donc ces langues sont en danger. Ces langues risquent de disparaître et dans un grand nombre de cas vont disparaître. Par contre, d'autres langues se répandent, acquièrent des locuteurs. Et les langues qui acquièrent des locuteurs, ce sont les futurs ancêtres des familles de langues dans quelques milliers d'années. Donc pourquoi y a-t-il des langues qui perdent des locuteurs et d'autres qui en gagnent? Qu'est-ce que c'est que cette loterie
qui fait que certaines langues ont du succès et d'autres n'en ont pas. Alors, ce sont deux archéologues britanniques, Peter Bellwood pour la famille austronésienne et Colin Renfrew pour la famille indo-européenne, qui se sont d'abord posé la question. Voici ces deux archéologues, et leur théorie s'appelle Farming Language Theory. La réponse que... voici leur bouquin, d'ailleurs. Ça, c'est Man's Conquest of the Pacific par Bellwood et Archaeology and Language par Renfrew. 78-90, fin du siècle dernier, deuxième partie du siècle dernier. Et la réponse qu'ils ont donnée à la question que je posais tout à l'heure est que les grandes familles de langues actuelles se sont formées à la suite du passage à l'agriculture des sociétés paléolithiques. D'après eux, quand les groupes néolithiques passent à l'agriculture, ces langues-là, les langues dont les locuteurs sont passés au néolithique avant les autres, ces langues-là ont eu du succès. Donc, leur théorie, c'est Farming Language Theory, et voici un volume d'évaluation d'articles qui évoluent cette théorie éditée par les deux auteurs. Quel est le mécanisme que Bellwood et Renfrew proposent pour expliquer le succès des langues des premiers agriculteurs? Bien, le mécanisme est simple. Pour eux, c'est une question de densité de population et une question démographique, en fait. La densité des populations de chasseurs-cueilleurs est forcément petite, car les environnements naturels ne peuvent pas supporter plus de quelques personnes au kilomètre carré. Par contre, l'agriculture, en particulier la culture des céréales, peut produire une nourriture abondante et stable, et peut ainsi supporter des densités beaucoup supérieures, peut-être 10 fois supérieures. Donc, comme la taille des familles d'agriculteurs s'accroît, dans un monde ouvert, encore ouvert, où on peut défricher les champs autant qu'on veut, eh bien, les agriculteurs, les enfants des agriculteurs vont défricher des champs à quelque distance des champs de leurs parents, et donc ils se répandent dans l'espace. Et les chasseurs-cueilleurs sont repoussés, ou alors ils s'intègrent dans les sociétés d'agriculteurs. Mais le point important, c'est que quand les enfants des premiers agriculteurs se répandent dans l'espace, ils se répandent dans l'espace avec leur langue, la langue de leurs parents. Et plus ils se répandent dans l'espace, et plus leur langue se diversifie dans l'espace. Plus il y a tendance à apparition de dialectes dans les divers endroits de l'espace qu'ils occupent. On commence à voir des différences dialectales apparaître. Ces différences dialectales apparaissent et s'affirment. Au bout de 1000 ans, on a des dialectes. Au bout de 2000 ans, on a des langues qui ne sont plus compréhensibles, comme on a vu pour les langues romanes. Et plus ce processus continue, plus l'espace occupé est grand, plus les tendances centrifuges dans la langue sont à l'œuvre, et ainsi, au bout de plusieurs milliers d'années, on se retrouve avec un ensemble de langues qui ne sont pas mutuellement compréhensibles, mais qui sont toutes reliées à l'intérieur d'une famille par le fait qu'elles ont le même ancêtre commun. Ce sont toutes les langues filles d'une même langue ancestrale. Donc voilà ce que Bellwood et Renfrew nous disent sur l'origine des familles de langues. Comment les familles de langues se sont formées. Mais nous savons maintenant que l'agriculture n'est pas la seule cause de la formation des familles de langues. Et je vais vous parler à ce sujet de la famille indo-européenne.
Renfrew croyait que... Enfin, Renfrew disait dans le livre dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure que les langues indo-européennes provenaient en fait des langues des premiers agriculteurs d'Anatolie, ceux qui ont domestiqué le blé et l'orge en Anatolie. Et il pensait que donc, ces gens qui ont domestiqué ces céréales il y a une dizaine de milliers d'années en Anatolie sont passés d'abord de l'Anatolie en Grèce, et puis depuis la Grèce se sont répandus en Europe par le Danube et aussi en partie par la mer. Et voilà. Donc les linguistes n'aimaient pas trop cette théorie parce qu'elle revenait à donner une profondeur temporelle beaucoup trop grande à l'indo-européen. Les différences entre l'indo-européen, entre les langues indo-européennes ne demandent pas 10 000 ans d'évolution, elles demandent, les linguistes pensent 6 000 ans d'évolution, pas plus. Donc c'était trop profond. Et en plus, ça amenait à des complications énormes. On ne comprenait pas pourquoi, par exemple, le nom du cheval était commun à toutes les branches de la famille indo-européenne, alors que le cheval n'était pas domestiqué à l'époque. Donc, ce genre de difficulté se posait. Et la théorie de Renfrew a été combattue par les linguistes. Or, jusqu'à 2014, la théorie de Renfrew était l'une des théories considérées comme possibles sur l'origine des langues indo-européennes. Mais en 2015, coup sur coup, 2 articles de génétique des populations sont parus dans la revue Nature, un article de Hack et collègues et un autre de Allentoft et collègues. Et ces 2 articles, qui sont des articles de génétique de population, ont étudié l'ADN ancien des hommes européens entre, disons, il y a quelques milliers d'années, en particulier vers 5000 ans avant le présent. Et ils ont pu montrer que avant 5000 ans et après 5000 ans, c'est pas pareil. Il y a eu un remplacement de population. Enfin, en tout cas, il y a eu une nouvelle couche de population qui s'est répandue en Europe il y a à peu près 5000 ans. Et ils ont montré, indépendamment, que ces populations viennent des steppes qu'on appelle les steppes pontiques, c'est-à-dire les steppes qui sont au nord de la mer Noire, dans le sud-ouest de la Russie. Et donc, ce qu'ils montrent, c'est que vers un petit peu après 5000 ans avant le présent, 4900, 4800, quelque chose comme ça, des gens en grand nombre venus des steppes pontiques se sont répandus vers l'ouest de l'Europe et se sont superposés aux populations d'agriculteurs déjà existantes. Et ils disent, avec raison, que ces migrations-là, ce sont les migrations qui ont répandu les langues indo-européennes en Europe. À la suite de l'apparition de ces articles, Renfrew a admis qu'il avait fait une erreur et qu'en effet, il y a bien eu, les langues indo-européennes ont bien été répandues par ces migrations-là. C'est-à-dire qu'avant ces migrations, il y avait en Europe des agriculteurs qui cultivaient le blé, l'orge, qui étaient des éleveurs aussi, et qui parlaient des langues dont on n'a aucune idée aujourd'hui. Sauf peut-être le basque. Peut-être que le basque est la dernière de ces langues-là. Peut-être que le basque est une des langues, descend d'une des langues d'agriculteurs parlées à cette époque. Sinon, remplacement pratiquement général en Europe par les langues indo-européennes. Donc, à l'époque de ces migrations, il y a 500 ans, il n'y avait pas d'agriculture dans les steppes pontiques. Les populations qui sont répandues depuis les steppes pontiques n'étaient pas des agriculteurs. Ils ont réussi à s'imposer comme une couche dominante sur les populations d'agriculteurs. Ils ont réussi à imposer leur langue, mais les langues des anciens agriculteurs, on ne les connaît pas. Donc voilà une
démonstration de ce que la théorie Farming Language n'est pas correcte, strictement parlant, stricto sensu. Mais il y a ce que je considère être comme une vision pénétrante, une vue pénétrante, une idée profonde dans la théorie Farming Language, qui est que la formation des familles de langue est un phénomène démographique. Il y a toujours une expansion de population à l'origine de la formation des familles de langue. Dans le cas de l'Indo-européen, la raison de cette expansion n'est pas l'agriculture, mais il y a une raison à cette expansion, et la raison de cette expansion est donnée, je pense, dans cet article-là. Ces gens-là, Alain Toft et ses collègues, ont étudié donc l'ADN ancien des populations de l'époque, et vous savez que il y a une chose qui est facile de vérifier sur l'ADN ancien, c'est si la personne pouvait ou non boire du lait à l'âge adulte. Il y a un gène qui contrôle ça. Et normalement, il y a quelques milliers d'années, personne, aucun humain, et comme aucun mammifère d'ailleurs, ne pouvait boire du lait à l'âge adulte. Le lait, c'est pour les enfants, et une fois que les enfants sont sevrés, on ne boit plus de lait. Le gène s'éteint, hein, le gène s'arrête de fonctionner, on boit simplement plus de lait, ça ne servirait à rien pour les adultes, en tout cas à l'époque paléolithique, ça ne servait à rien pour les adultes de boire du lait. Et le lait devient un poison. On ne peut plus boire du lait. On ne peut plus le digérer. C'est un poison pas violent, mais ça vous rend malade. Pourquoi ça vous rend malade? Parce qu'il y a un sucre dans le lait qui s'appelle le lactose. Et pour digérer le lactose, il faut un enzyme, ou une enzyme, je ne sais pas comment on dit, l'enzyme lactase, qui vous permet de décomposer le lactose et de le digérer. Et les enfants ont cette enzyme, les adultes ne l'ont pas, ou en tout cas ne l'avaient pas à cette époque-là. Mais il se trouve que dans cette population ce qu'ils ont montré, c'est que dans la population qui migrait, les adultes, une proportion importante d'adultes, avaient le gène qui permet de décomposer le lactose. Donc ces gens-là pouvaient boire du lait. Et justement, c'était des gens qui avaient une culture animalière. Des gens qui avaient des chevaux, et il semble qu'ils traillaient les chevaux, qui buvaient le lait des chevaux. Donc cette capacité à boire le lait à l'âge adulte est un avantage compétitif considérable, parce que les agriculteurs n'avaient pas ça. Les agriculteurs déjà installés en Europe avaient des bêtes, ils avaient des vaches et des chèvres et des moutons, et ils les traillaient, mais ils ne buvaient pas le lait. Ils en faisaient du fromage, parce que dans le fromage, il n'y a pas de lactose. Donc, si vous ne pouvez pas boire de lait, vous pouvez quand même boire du fromage. Donc, eux, les agriculteurs installés en Europe avant les gens des steppes pontiques, étaient obligés, pour consommer le lait de leurs animaux, de le transformer en fromage. Mais les gens des steppes pontiques pouvaient le boire directement. Donc, gros avantage compétitif, grosse expansion démographique et migration vers l'ouest et aussi vers le sud-est, vers l'Inde. Voilà. Oui, voilà, ça c'est le graphique où il montre que ici et là, qui sont trois endroits différents, trois sites archéologiques différents. Là, il y a beaucoup de... Ça, c'est la fréquence du gène qui détermine la persistance de l'enzyme lactase. Donc ici, elle est maximale, ici, elle est forte, ici, elle est forte. Et ce sont trois populations dont on soupçonne qu'elles font partie
des populations migrantes. Alors, là où ça se corse, donc là je vous ai montré comment des travaux en génétique ont remis en question l'hypothèse farming language, qui est une hypothèse d'archéologues et de linguistes. En fait, les linguistes ont quelque chose à dire là-dessus. Et mes collègues et moi-même avons récemment publié cet article, Milk and the Indo-Europeans, où nous étudions le vocabulaire de la production de nourriture chez les premiers Indo-Européens, enfin en proto-Indo-Européen reconstruit. Et on savait déjà qu'il n'y a pas de vocabulaire agricole. Donc on sait déjà qu'il n'y a pas de vocabulaire agricole chez les premiers, en proto-Indo-Européens. Il n'y a pas de nom de céréales, il n'y a pas de nom, il n'y a pas le nom du blé, il n'y a pas le nom de l'orge, il n'y a pas de mot pour le champ. Donc si vous n'avez pas ces mots-là, c'est pas très vraisemblable que vous soyez des agriculteurs. Par contre, on a des mots pour les animaux. On a le cheval, le mouton, le bœuf. Donc clairement, c'était des gens qui étaient animaliers et qui n'étaient pas agricoles, qui n'étaient pas des agriculteurs. Donc en fait, un des messages que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est que les linguistes, en étudiant le vocabulaire reconstruit des proto-langues, peuvent avoir une bonne idée de ce qui a motivé l'expansion démographique à la base de la famille de langues. En indo-européen, c'est pas l'agriculture, mais maintenant je vais vous parler de l'austronésien, et là, c'est effectivement l'agriculture. Là, Bellwood avait raison. Oui, j'ai oublié de vous dire que, donc je vous ai dit que, je ne vous ai pas dit ce qu'il y a dans cet article. Dans cet article, on a montré qu'il y a un important vocabulaire du lait en indo-européen, en proto-indo-européen. En particulier, le nom du lait est dérivé du verbe traire. Donc ça montre que ces gens-là traillaient les animaux. Ils ne considéraient pas le lait comme ce qu'on donne aux enfants à boire. C'est pas ça. Non, le lait, c'est ce qu'on trayait des animaux. Et si on traite des animaux, c'est probablement pour le boire. Encore qu'on peut faire du fromage avec aussi. Donc cette histoire de la différence de... Cette différence de... Enfin, le caractère animalier des sociétés, indo-européennes, André-Georges Audricourt, dont Pierre Leroux nous a parlé tout à l'heure, que j'ai connu, que j'ai bien connu, que nous avons tous deux bien connu. Audricourt disait souvent cette chose-là. Il parlait souvent de cette chose, comme ça, à propos de rien. Il disait que les Indo-Européens étaient, enfin, nous, en gros, il disait nous. On vit dans des sociétés où les animaux sont très importants. Il disait il faisait remarquer que les Chinois ne buvaient pas de lait, qu'ils n'utilisaient pas la laine pour se vêtir, qu'ils utilisaient de la soie ou bien des textiles basés sur extraits de plantes. Donc il faisait souvent le contraste entre nos sociétés occidentales, très animalières, et la société chinoise, il n'allait pas plus loin, qui était extrêmement... qui avait une idéologie extrêmement agricole. Ainsi, il disait souvent qu'en Chine, pour dire... Enfin, la métaphore pour dire que quelqu'un est un imbécile, c'est qu'il croit qu'il faut tirer sur les plantes pour les faire pousser. Maintenant, je vais vous parler de la famille austronésienne, qui est à l'autre bout du continent eurasiatique. Donc voici encore la famille austronésienne, et Taïwan, vous voyez, tout au nord,
dont les linguistes et la plupart des archéologues et la plupart des généticiens, peut-être pas moins, mais une bonne partie des généticiens pensent maintenant que c'est le berceau de la famille. On pense que le berceau est ici, à 3000 avant notre ère, donc il y a 5000 ans, et que les Austronésiens, d'abord sont venus du continent, et puis se sont répandus par les Philippines, ici, par Bornéo, et après qu'ils sont répandus de ce côté et de ce côté, jusqu'à la Polynésie. Donc l'arrivée à l'île de Pâques et en Nouvelle-Guinée, donc c'est au cours il y a moins de 2000 ans. En Nouvelle-Zélande, je crois que c'est vers 1300, et à l'île de Pâques, c'est, je ne sais plus exactement, 200 de notre ère ou 400 de notre ère. En tout cas, en moins de 5000 ans, ils ont fait tout ce chemin. Donc, dans le cas de cette famille, on a bien affaire à une expansion, au moins en partie agricole, comme l'a proposé Bellwood en 1978. Dès la fin du XXe siècle, l'idée était en train de s'imposer que le berceau de la famille était à Taïwan, donc, sur des bases archéologiques et linguistiques. Les Austronésiens étaient venus du continent tout proche, en bateau, et avec des plantes domestiquées, avec non seulement des plantes domestiquées et au moins le chien domestique. Les linguistes, quant à eux, avaient reconstruit les noms de 3 céréales domestiquées, le riz d'une part, et d'autre part 2 millets, Cetaria italica et Panicum miliaceum. Cetaria italica, on l'appelle aussi en français le millet des oiseaux ou le millet italien, et Panicum miliaceum, c'est le millet commun. Et les linguistes ont aussi reconstruit d'autres termes agricoles. Je vais vous les passer en revue. Alors, Cetaria italica, vous voyez ici un épi de Cetaria italica, c'est grand comme ça. Et les grains, c'est pas ces trucs-là. Là. Chacun de ces petits coussins là contient un grand nombre de grains, une centaine de grains, peut-être plus. Donc la caractéristique des millets, c'est d'avoir des toutes petites graines. C'est ça le millet. Millet, c'est pas un terme botanique. Hein, c'est du point de vue de la personne qui fait la cuisine. C'est un grain, c'est une céréale avec de tout petits grains. Donc Cetaria italica. Alors, on reconstruit en proto-austronésien la forme Batsan. Et c'est basé sur des formes de Taïwan et aussi des formes en dehors de Taïwan. Ça, c'est la reconstruction de Blust. La deuxième céréale, c'est Panicum miliaceum. On reconstruit en proto-austronésien Batsar. Et encore une fois, des formes à Taïwan et en dehors de Taïwan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces formes ne sont pas choisies, ces formes sont dans un rapport particulier les unes avec les autres. C'est que les sons qui les composent ont des correspondances précises. C'est toujours le cas qu'un C du proto-austronésien va devenir un S en saïsiat, un T en bunun, un Tse en atayal, un Tse en rukai et T en dehors de Taïwan, par exemple. Donc chacun des sons ici, E, A, C, E, ces 3 sons, on sait ce que ces sons doivent devenir dans chacune des langues. Et on vous dit qu'il y a des correspondances entre ces mots on vous dit que ces mots sont apparentés parce que les correspondances sont respectées. D'accord ? C'est pas n'importe quoi. Comme la raison pour laquelle ces correspondances existent, c'est que la forme ancestrale s'est développée dans chacune des langues filles de façon régulière. Et on s'attend en langue à ce que l'évolution de la prononciation se fasse de façon régulière, parce que ce qui change dans la prononciation des mots, ce sont les sons qui composent les mots. La prononciation change son par son. Les mots ne vont pas changer au hasard, comme ça. Donc,
le fait qu'on trouve ces formes-là nous dit qu'en proto-austronésien, il y avait bien cette forme-là. Le riz domestiqué également. Alors là, je vous ai mis que des formes à Taïwan parce que je n'avais pas la place, mais bon, là, c'est parfaitement régulier. Hein, donc, ça veut dire que les proto-austronésiens connaissaient le riz. Vous avez un terme pour le champ sur brûlis, et vous avez un terme pour semer à la volée. Donc, ces gens-là connaissaient 3 céréales, et ils avaient de l'agriculture, c'est sûr. Et depuis, on a trouvé... Donc ça, c'était des travaux de linguistes à la fin du XXe, et depuis, on a trouvé ici, dans un site qui s'appelle Nanguanli East, on a trouvé ces 3 céréales. On a trouvé des grains de ces 3 céréales à 4800 ans avant le présent. Donc, on n'a pas trouvé d'autres grains, on a trouvé ces grains-là, et ça vous montre que, en fait, ce que les linguistes construisent, c'est pas n'importe quoi. Ok, donc on a 3 céréales, mais l'hypothèse de Bellwood, qu'il a donnée en 78, c'était que le riz était la céréale, c'était que l'expansion austronésienne était due au riz. Mais il y a un certain problème avec cela. Donc l'idée de Bellwood, c'était que... Donc comme je vous ai dit, à Nanguanli, on a du riz après 3000 avant notre ère, donc après 2800 avant notre ère, donc il y a presque 5000 ans. Et Bellwood avait vu que, enfin, 2000 ans avant, ici, Khomoutou, 5000 avant notre ère, on a du riz. En Chine du Nord. Pardon ? En Chine du Nord. Là, c'est pas encore la Chine du Nord, bon, voilà, c'est plutôt la Chine. Là, ça compte comme la Chine du Sud. Là, hein. Donc là, c'est le fleuve bleu. Donc ce qui est au sud du fleuve bleu, c'est la Chine du Sud, et ce qui est au nord, c'est la Chine du Nord. Là, c'est le fleuve jaune. Donc, à l'époque où Bellwood a écrit, le site de Khomoutou, c'était là qu'on trouvait le riz le plus ancien en Chine. Donc, à 5000 avant notre ère. Donc, bien avant Taïwan, et Bellwood se dit, c'est pas compliqué, ils sont venus. Ils sont venus comme ça. Voilà. Mais il y a un problème quand même, parce qu'à Khomoutou, le riz était pleinement domestiqué à 4500. Vous voyez, la domestication, ce n'est pas un point dans le temps, c'est un processus. La domestication, c'est un processus par lequel une plante sauvage se transforme en une plante domestique. C'est pas la même plante. Les gènes ont changé. Hein. Les gènes, certains gènes ont été abandonnés, d'autres ont été généralisés. La plante n'a pas le même aspect, hein, ni la même écologie, etc. Donc, domestication complète à 4500 avant notre ère, des grands grains, et il y avait des champs permanents à cet endroit, à Khomoutou. Et tandis qu'à Nanguanli, le riz qui est à 3000 avant notre ère est morphologiquement primitif, des petits grains, et il n'y a pas de champ. Il n'y a pas de champ permanent. C'est plutôt des champs sur brûlis qui tournent. Donc en fait, l'idée de Bellwood est un peu problématique ici. D'une part. D'autre part, Bellwood avait bien vu que les linguistes construisaient les noms de demi-millénaires, et s'était dit, bon, peut-être qu'ils sont arrivés après. Parce que le problème, c'est que les milliers, il n'y en a pas en Chine du Sud. Les milliers, vous les trouvez seulement en Chine du Nord. Donc Bellwood s'est dit, bon, ok, quand ils sont arrivés à Taïwan, peut-être qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui leur ont donné les milliers, et voilà, c'est comme ça que vous avez
termes reconstructibles. Mais en fait, d'abord, il y a eu des travaux montrant que les deux millets étaient bien cultivés à Taïwan en même temps que le riz. Donc il n'y a pas de raison de dire que les millets sont plus tardifs que le riz. Les millets, en fait, ont été domestiqués ici pour Panicum iliaceum et là pour Setaria italica, dans ces zones-là. Donc tout à fait en Chine du Nord, le fleuve jaune, je vous rappelle, est ici, tandis que le fleuve bleu est là. Donc c'est bien au nord du fleuve bleu, c'est tout à fait en Chine du Nord. Et à l'époque où les millets apparaissent à Taïwan, il n'y a pas du tout de millets en Chine. Pas du tout. Donc, alors, de façon très intéressante, à 5800 avant l'ère commune, donc 7800 avant le présent, vous avez là, à Yuezhuang, un site où vous avez les trois céréales. Panicum iliaceum, Setaria italica et quelques grains de riz. Donc pour la première fois, vous voyez ici le trio de céréales que vous allez retrouver beaucoup plus tard, ici sur la côte ouest de Taïwan. AEC par rapport à BEC par rapport à... Avant l'ère commune, AEC, c'est avant l'ère commune, c'est en français. C'est-à-dire avant 0 ou avant maintenant? Avant 0. Avant 0. Oui, avant l'ère commune, avant 0. Pour dire avant le maintenant, je dis avant le présent. Donc, laquelle des trois céréales est la plus importante chez les Austronésiens de Taïwan? Alors, avec mes collègues taïwanais, nous avons fait du terrain, nous sommes allés faire du terrain dans les montagnes à Taïwan en demandant aux aborigènes taïwanais qui parlent des langues austronésiennes de nous parler de la culture du millet et de l'agriculture, et nous leur avons posé certaines questions. Voici l'article qui est paru il y a 2 jours, et c'est un article dans lequel nous disons que l'origine de l'agriculture austronésienne est dans le nord de la Chine. Donc, un des arguments que nous donnons dans cet article est que l'importance du riz a été exagérée. C'est vrai que le riz nourrit une moitié de l'humanité, donc c'est inutile. On ne peut pas exagérer l'importance de cette céréale, l'importance économique de cette céréale aujourd'hui dans le monde, et à cause de l'importance économique de cette céréale, les archéologues et les linguistes ont été un peu obsédés par cette céréale, ont voulu, dans le cadre de la théorie Farming Language, ont voulu voir des expansions basées sur le riz partout. Alors, un des arguments pour le riz à Taïwan, c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaire du riz et très peu de vocabulaire des millets. En fait, pour les millets, le seul vocabulaire qu'il y a, qui soit spécifique des millets, c'est le nom des 2 millets, le nom des 2 plantes. Le riz aussi est spécifique du riz. Il y a un nom pour le riz, pajai, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais certains linguistes disaient, regardez, en plus pour le riz, vous avez le nom du riz décortiqué, le nom du riz pas décortiqué, le nom du riz comme nourriture, le nom du riz cuit. Donc vous avez 3 ou 4 mots pour le riz, étant un seul mot pour les millets. Mais avec mes collègues, nous sommes allés demander aux Austronésiens quels mots ils utilisaient pour le millet cuit. Et la réponse que nous avons eue, c'est la même réponse que pour le riz cuit.
Nous leur avons demandé comment ils disaient le millet non décortiqué, même réponse que pour le riz. Comment... oui, donc, vous voyez, en fait, ces termes-là, les termes que nos collègues linguistes, les termes dont nos collègues linguistes disaient qu'ils sont spécifiques du riz, ne sont pas spécifiques du riz. La raison pour laquelle ils pensaient que c'était spécifique du riz, c'est que personne n'avait posé la question du point de vue des millets. C'est-à-dire, ces gens-là sont allés interviewer les Austronésiens et leur ont demandé comment est-ce que vous dites riz cuit. Bon, personne vous dit semaï. Ok, semaï. Mais ils oublient de poser la même question pour le millet. S'ils avaient demandé pour le millet, ils auraient eu aussi semaï. Donc, comme personne ne posait la question sur le millet, on a fini par penser qu'il y avait des mots, enfin que semaï voulait dire riz cuit. En fait, ça veut dire céréales cuites, grains de céréales cuites. Donc, il n'y a pas de vocabulaire. Enfin, le vocabulaire du riz n'est pas plus abondant en proto-austronésien que le vocabulaire du millet. Donc, dans un article de 2008, j'ai proposé que les premiers Austronésiens qui sont arrivés à Taïwan il y a 5000 ans, avec ces trois céréales, possédaient ces trois céréales, les deux millets et le riz, et qu'ils venaient du nord, et forcément ils venaient du nord, parce qu'il n'y a pas les deux millets, en tout cas, n'existent pas au sud. Alors, voilà ce que je disais sur l'expansion austronésienne, et ce que je dis toujours d'ailleurs, c'est que ça a commencé dans le nord de la Chine, dans cette culture archéologique ici, à des dates très anciennes, par des gens qui avaient les deux millets. Ces gens se sont répandus vers l'est, vers la région du Shandong. Ça, c'est cette pointe, c'est le Shandong. Et là, c'est là que vous avez les premières cultures où vous avez les trois céréales en même temps. À ce niveau-là, il s'est produit une expansion démographique basée sur les trois céréales, avec une expansion côtière qui coïncide avec un refroidissement du climat, donc ça vous explique qu'ils n'ont pas plutôt allé vers le nord. Et en face de Taïwan, arrivé en face de Taïwan, qui est ici, Taïwan, on peut voir Taïwan à l'œil nu, depuis la côte. On ne voit pas la côte de Taïwan, mais on voit le sommet d'une montagne à Taïwan, le sommet d'une haute montagne à Taïwan. Tasuishan, la grande montagne de Taïwan, qui est ici, vous pouvez la voir d'ici. Et puis si vous montez sur les collines, ici, vous en voyez encore plus. Donc ils savaient que Taïwan était là, et ils se sont dit, ça doit être pas mal là-bas, il n'y a personne, la pêche doit être bonne, on doit trouver beaucoup de coquillages, beaucoup de crustacés, beaucoup de poissons, donc on y va. Parce que ces gens-là n'étaient pas que des agriculteurs, c'était des gens qui étaient aussi des pêcheurs et des collecteurs des régions intertidales. Je sais pas comment on dit. Intertidales ? Sur Estran. Donc, passage à Taïwan et proto-austronésien sur la côte ouest de Taïwan, 5200 avant le présent. Donc ça, c'est l'idée que j'ai défendue dans cet article de 2008. Donc les Austronésiens ne viennent pas du sud. Bellwood pensait que les Austronésiens venaient de là, et d'autres pensent que les Austronésiens en général viennent du sud de la Chine. Et moi je dis non, c'est le nord de la Chine. Alors comment cette idée a-t-elle été accueillie par les archéologues? Eh bien, Stevens et collègues
ont approuvé, dans un article de Hawthorne 2016, ont approuvé l'idée de cette migration. Strong case for the movement of crops. Et même Bellwood, même lui. Donc oui, c'est pas des gens qui vont jamais changer d'avis. Alors combien de temps ça fait longtemps que je parle, hein. Vous commencez à vous ennuyer? Non, ça va. Bien. Ça va, Oui. Je vais essayer je vais accélérer un peu. Alors est-ce qu'il y a des arguments, d'autres arguments pour ce scénario? Oui, il y a d'autres arguments, et voici justement un argument d'ordre ethnologique. L'ablation des dents. Il se pratiquait sur la côte chinoise un rituel d'ablation des dents des deux incisives latérales supérieures chez les enfants, chez les garçons et les filles, dans l'adolescence. C'est un rite de passage, un rite d'acceptation dans le groupe. Et donc, vous voyez, dans certaines sociétés, dans les cimetières, tous les squelettes de moins d'avant la puberté ont toutes leurs dents, et ceux d'après, ils n'ont plus ces dents-là. Et à Taïwan, dans le premier néolithique, là à Nanguanli East, l'endroit où ils ont trouvé les céréales, voilà les maxillaires qu'on trouve. Parfois c'est 2 dents, parfois c'est 1 dent. Mais en tout cas, l'idée c'est que des deux côtés de vos incisives, vous deviez avoir des trous en haut. Et c'est absolument généralisé. Et cette coutume a continué jusqu'au début du XXe siècle. Oui, je confirme. Ouais, Chez les Malais aussi. Ah ouais, oui. Ouais. On a des photos de gens en train de faire ça. Alors, cette coutume a été étudiée par Han et Nakahashi en 1996, voilà leur article, et par Yang Shiting en 2005. Alors, d'après eux, l'ablation rituelle des dents a son origine au Shandong, c'est-à-dire cette petite pointe-là, que je vous ai montré tout à l'heure, là où j'ai proposé que c'est l'origine des Austronésiens. Donc ça commence au Shandong, 5000 avant, à peu près à la même date. Et cette coutume se répand le long de la côte, vers le sud. Voilà le diagramme que Han et Nakahashi ont présenté en 1996. Donc origine dans cette région, ça c'est le Shandong, et expansion vers le sud et passage à Taïwan. Exactement comme je l'ai proposé. Voici les dates qu'il donne. Donc, dans 3 régions, au nord, au centre et au sud. Donc, voici les dates. La date la plus ancienne au nord, c'est 5000 avant notre ère. Au centre, 4000 avant notre ère. Et au sud, 3000 avant notre ère. Donc, vous voyez, il n'y a pas de doute que l'expansion va dans ce sens-là et non pas dans ce sens-là. Deuxième argument, la génétique. Alors, on pourrait penser que l'ablation des dents, c'est quelque chose de culturel, qui se répand, enfin, qui se transmet d'une population à une autre. Mais là où ça va être plus difficile, c'est avec les gènes. Là, les gènes ne se transmettent pas culturellement. Et une étude de 2014 par Co et collègues sur l'ADN mitochondrial, donc vous savez qu'il est transmis par les femmes. Mon ADN mitochondrial est le même que ma mère, pas le même que mon père, et l'ADN mitochondrial de ma mère est le même que celui de sa mère, etc. Donc l'ADN mitochondrial
Coe et ses collègues se sont intéressés au haplogroupe E. Un haplogroupe en génétique, c'est un ensemble d'ADN qui sont génétiquement proches les uns des autres. Ils forment un groupe proche les uns des autres. Ils sont intéressés au haplogroupe E, qui est exclusivement austronésien, qui ne se trouve pas en dehors des populations austronésiennes. Haplogroupe E. Haplogroupe E existe en deux variétés, E1 et E2. Et vous voyez les trucs noirs ici, les points noirs ici, ce sont des personnes de Taïwan, des aborigènes de Taïwan, qui sont les plus anciens dans le groupe austronésien. Vous voyez, donc les premiers austronésiens avaient déjà du E1 et du E2. En tout cas, la population qui est entrée à Taïwan était une population où E1 et E2 étaient déjà diversifiés, mais présents dans le groupe qui est entré à Taïwan. Alors ça nous mène à E non diversifié, et E non diversifié est proche du groupe M9, dont il diffère par 5 mutations, que vous voyez ici. Et ce qui est vraiment important, c'est que l'autre branche de M9, qui est M9A, cette branche M9A est presque exclusivement sino-tibétaine. Ça veut dire qu'il y a des arguments pour dire qu'ici, on a une population qui est ancestrale à la fois aux Austronésiens et aux sino-tibétains. Donc ça fait beaucoup de sens d'un point de vue géographique, parce que l'origine des sino-tibétains est aussi dans cette région. Et donc, vous voyez, moi, je mets le départ de l'expansion austronésienne entre 9000 et 7500 avant le présent, et eux, Coe et collègues, mettent la séparation entre 6000 et 8000 avant BC, c'est-à-dire en fait entre 8000 et 10 000 avant le présent. C'est-à-dire c'est la même. Moins 7000 avant le Christ, quoi, avant 0. Quelque chose comme ça, ouais. 8000, 9000, enfin. Dans ces eaux-là. Voilà. Alors, route de migration suggérée par Coe et collègues, exactement la même que celle que j'ai proposée, c'est-à-dire départ dans la zone de domestication du millet, arrivée en face de Taïwan, passage à Taïwan, et migration subséquente vers le reste du monde austronésien. Alors, on peut préciser, parce que nos étudiants risquent de ne pas percuter, c'est très important, parce que ces migrations vont donner lieu au peuplement des îles polynésiennes, enfin voilà. les polynésiennes, tout le Malais, Madagascar, mais aussi toute la Polynésie actuelle, les îles Hawaï, etc. C'est énorme, c'est très important. Donc ça, c'était un premier argument génétique. Deuxième argument génétique, sur le chromosome Y, c'est par un groupe de généticiens chinois, Wei et collègues, l'année dernière, publié dans PLOS ONE. Bon, je vous fais grâce des détails, mais en gros, c'est le même argument. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le premier article porte sur l'ADN mitochondrial, et là, ça porte sur le chromosome Y, qui, lui, est hérité paternellement. Donc, si vous trouvez les mêmes... en plus, maintenant, on trouve les mongoliennes aussi. Oui, on retrouve les mongoliennes. Alors, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que ça va compliquer considérablement, mais... donc, je pense que ces trois arguments-là, les deux arguments génétiques et l'ablation des dents, montrent de façon conclusive que l'origine des Austronésiens est à Taïwan, sans compter le fait que c'est les trois mêmes céréales. J'ai dit l'origine des Austronésiens est à Taïwan, j'ai dit ça? À Taïwan. Oui, je voulais dire. Les Austronésiens viennent du Shandong, c'est ça que je voulais vous dire. Donc du nord de la Chine, du nord-est de la Chine,
C'est-à-dire c'est tout près du berceau des Sino-Tibétains, et je pense qu'en fait les Austronésiens et les Sino-Tibétains, très anciennement faisaient partie d'une même famille de langues, et qui se sont séparés donc très anciennement, il y a 9000 ans à peu près, quelque chose comme ça. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que... Attendez, pour reprendre, là, parce que moi, là, je vais... Vous voulez un micro ? La parenté linguistique de la langue éventuellement mère que vous évoquez, oui. L'origine de ces différents courants serait la même pour les peuples de langue, les familles de langue sino-tibétaines, tibéto-birmanes, austronésiennes, etc. Et ça a des répercussions sur les langues actuelles, les familles de langue actuelles. Donc elles sont corrélées. Comme le roman, oui. Comme les langues actuelles d'Europe, par rapport au roman, au latin, comme vous aviez évoqué. Oui. C'est-à-dire, j'ai proposé cette idée, je me suis fait tellement taper dessus que j'ose même plus le dire. Oui, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que... Bon, j'en reviens à ce... Voilà. Donc je pense que cette zone où les 2 millets ont été domestiqués, et la zone où était parlée une langue ancestrale à l'austronésien, ici, d'autre part, et les langues sino-tibétaines proviennent aussi de cette région, à la même date. C'était la même langue. Et elles se sont, je pense qu'elles se sont répandues vers l'ouest, comme ça. Avec mes collègues, on est en train de travailler sur un article qui défend cette idée. Enfin, l'idée de l'expansion sino-tibétaine à partir de cette région. Parce que les langues sino-tibétaines ont les mêmes 3 céréales. Le riz, le millet, le riz et les 2 millets. Et les langues takalai, on peut les mettre aussi? Alors, les langues takalai, c'est autre chose. Les langues takalai, à mon avis, sont des langues austronésiennes. Ils font partie. Les langues takalai ont été réintroduites de Taïwan vers le continent, il y a à peu près 4000 ans. Mais bon, ça c'est ce que je pense. Il faudrait donner beaucoup d'arguments là-dessus. Voilà, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à... Je pense qu'il y a de nombreuses questions. Je donne tout de suite la parole à... Oui. Le micro arrive, j'arrive. La question est peut-être, alors elle ne porte pas sur cette partie passionnante, mais sur le début de votre intervention, à propos de cette recherche autour de l'origine de l'agriculture quelque part et de qui est-ce qu'on peut croiser du Mésil à un moment ou à un autre avec je ne sais pas si la question est pertinente, mais c'est vrai qu'on est un peu préoccupé par un groupe qui dominerait l'autre parce que il vient peut-être avec une idée guerrière alors que les autres sont les bon, je me place dans cette perspective du Mésil. Je sais pas où est le religieux là-dedans, mais est-ce on peut aussi croiser cette piste-là? Bien connu en linguistique indo-européenne, enfin dans les études indo-européennes, c'est pas vraiment un linguiste, c'est quelqu'un qui a étudié les mythologies, qui a comparé les mythologies des peuples indo-européens, qui a reconstruit une mythologie ancestrale, mais de mon point de vue, je suis assez gêné pour prêter aux locuteurs des langues ancestrales des traits psychologiques ou moraux. Je pense que... Vous avez signalé l'importance chez ces peuples appelés par le lait, oui, de l'importance de l'élevage, notamment du cheval. Oui. En général, les peuples
possédant le cheval étaient des peuples pasteurs, nomades, Oui, guerriers, oui, donc oui. ça peut être corrélé indirectement, cette forme. C'est-à-dire que le mode de vie détermine un petit peu le mode de la pensée des gens. Mais maintenant, est-ce que je ne suis pas sûr que un mode de vie pastoral prédispose les gens à en dominer d'autres. Donc j'ai un peu, je suis assez réservé là, sur cette question. Je m'appelle Jeanne, je suis étudiante en Master 2 d'ethnologie. Il y a une question que je me pose depuis longtemps. Comment on reconstruit une langue, une proto-langue? Quand on parle de reconstruire une langue, dans une langue, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs aspects d'une langue. Il y a des aspects grammaticaux, des aspects de prononciation, des aspects de lexique. En général, quand on parle de reconstruire une langue, on parle plutôt de reconstruire le lexique. Encore qu'on peut aussi reconstruire la morphologie et la grammaire, ou des aspects de la morphologie et de la grammaire. La reconstruction du lexique, ça veut dire à la fois savoir quels mots étaient dans la langue ancestrale et savoir comment ces mots se prononçaient. Et le principe de base pour savoir comment ils se prononçaient, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution de la prononciation ne se fait pas au hasard. Les sons changent, ce sont les sons qui changent. Et quand un son change, il change dans tous les mots où il apparaît à la fois, et de la même façon. Il peut être influencé, il peut changer d'une façon qui est influencée par son environnement, mais l'environnement n'est pas défini comme étant dans un mot en particulier. Vous pouvez dire que, par exemple, telle consonne va devenir telle autre consonne s'il y avait la voyelle O devant, et elle va devenir telle autre consonne s'il y avait une autre voyelle, mais vous pouvez toujours donner des règles de développement comme ça, qui ne font pas intervenir l'identité du mot. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la prononciation des mots change de façon régulière. Vous pouvez la représenter par une suite de règles. Et en inversant, en remontant les règles vers le haut, si vous partez de la prononciation moderne, des prononciations modernes, et que vous remontez vers le haut, vous allez converger, vous allez vous retrouver vers une forme ancestrale qui est la même. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est en s'appuyant sur la régularité des changements phonétiques, qui est quelque chose que les linguistes acceptent depuis la fin du XIXe siècle, qu'on peut reconstruire la prononciation des mots. Il faut souligner que Laurent Saga et ses collègues, et surtout sous votre férule, je crois, vous êtes un sinologue de formation, et vous avez reconstitué le chinois ancien pour près de 4000 taxons, enfin termes. C'est colossal. 100 000 mots. 5 000. C'est énorme. Une fois que vous savez que c'est pas énorme, une fois que vous savez comment faire, ça va vite, mais c'est pas les derniers 3000 qui comptent, c'est les premiers 2000 qui sont difficiles. C'est comprendre les règles, comprendre comment ça marche. Une fois que vous avez compris comment ça marche, bon, c'est relativement mécanique. Mais oui, la difficulté, c'est de comprendre comment ça marche. Oui, avec mon collègue Bill Baxter de l'Université du Michigan, nous avons reconstruit le chinois archaïque en 2014. C'est tout récent. Il y a 4 ans. Notre bouquin est sorti il y a 4 ans. On fera suivre évidemment la bibliographie de Laurent Saga et ses collègues, si Laurent Saga a la gentillesse de bien vouloir me communiquer toutes ces informations-là, ce qui est intéressant parce qu'il y aura des lecteurs, je pense. Vous pouvez aller voir si vous voulez la plupart une bonne partie de mes publications sur le site Academia. Oui, bonjour, Elena Landman, étudiante en M1 d'ethnologie. Moi j'aurais une question parce qu'on entend souvent que les langues évoluent en se simplifiant, enfin qu'elles sont un peu fainéantes et qu'elles se simplifieraient. Déjà, première question, est-ce que c'est vrai en un sens? Et si c'est vrai, est-ce que
la diversification dont on parle des langues à partir d'une langue mère, est-ce que cette diversification-là, en fait, correspond à différentes façons de se simplifier, ou bien est-ce que c'est pas le cas et ce serait différentes façons de se complexifier à cette époque-là, du coup, il n'y aurait pas eu de langues qui deviennent fainéantes. Voilà, c'est ça ma question. D'abord, les langues, oui, vous avez raison, enfin, dans un certain sens, l'évolution phonétique des langues, c'est en général, pas toujours, mais c'est en général une évolution qui va vers plus court, plus simple. D'un autre côté, on ne peut pas simplifier indéfiniment parce que si vous simplifiez trop, après, vous n'avez plus assez de formes pour soutenir votre lexique. Vous avez besoin d'être capable de prononcer des mots qui sont différents les uns des autres, et il faut plusieurs dizaines de milliers de mots pour faire une langue. Donc vous avez besoin d'avoir une phonologie qui vous donne des dizaines de milliers de formes différentes. Donc si vous simplifiez la prononciation, vous êtes obligé en même temps de recomplexifier. Alors je vous prends l'exemple du chinois. Le chinois est une langue écrite, une langue littéraire, qui a une longue histoire, et bien qu'elle ne soit pas écrite avec une écriture alphabétique, c'est quand même une écriture phonétique. On ne sait pas trop, mais c'est au départ une écriture très phonétique, et on peut restituer la prononciation. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au cours des derniers 2500 ans, 3000 ans, les mots étaient au départ soit des monosyllabes, soit des dissyllabes, des mots de 2 syllabes avec une première syllabe simplifiée, une première syllabe rabougrie. Et au cours de l'évolution, ces formes-là, les premières syllabes rabougries sont tombées. Des voyelles sont tombées. Des groupes de consonnes se sont simplifiés en une seule consonne. Alors aujourd'hui, en mandarin, vous pouvez faire 400 syllabes différentes, seulement, 440. Sans compter les tons. Si vous rajoutez les tons, vous pouvez en faire à peu près 1200 syllabes différentes. Mais ça ne suffit pas, 1200 syllabes différentes, ça suffit. Vous ne pouvez pas avoir des mots monosyllabiques pour tout votre vocabulaire. Donc en fait, ce que vous êtes obligé de faire, c'est d'avoir des mots dissyllabiques. Donc en fait, vous recomplexifiez en chinois archaïque, les mots étaient monosyllabiques, enfin pas monosyllabiques, ils étaient monosyllabiques ou dissyllabiques. Les dissyllabes se rabougrissent, ça devient des monosyllabes, mais comme il n'y en a plus assez, on est obligé de refaire des monosyllabes en groupant des mots, en groupant des monosyllabes ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça se passe de la même façon et simultanément dans plusieurs langues? Non, ça ne se passe pas de la même façon et simultanément dans plusieurs langues. Ça se passe différemment dans plusieurs langues parce que vous avez beaucoup de façons de simplifier, beaucoup de façons possibles de simplifier. Et quand même, vous arrivez à revenir en arrière avec la méthode? Oui. Justement parce que, en fait, si vous voulez, le fait que plusieurs langues aient simplifié de façon différente, ça ne rend pas la chose plus difficile, ça rend la chose plus facile. C'est ça qui nous permet de le faire. Parce qu'on converge. Pardon de l'Assomption, je suis ethnologue. Et j'ai relevé que dans toutes les langues changent. Il y a que les mots prennent de nouvelles significations avec ce changement. Mais j'ai remarqué aussi qu'il devrait normalement avoir une exception à cette règle. Parce que des études ont prouvé que le mot maman n'a jamais changé. Et justement, cela a un rapport avec le lait dont vous avez parlé. Alors, je ne sais pas si dans vos recherches, vous l'avez relevé aussi, puisque dans toutes les langues aujourd'hui, il y a cette concordance-là. Toutes les langues s'entendent sur le même sens pour ce mot, maman.
Et justement, il semble que c'était déjà pour l'enfant dans le lait maternel que ce mot est connu. Et que c'est l'enfant qui nous apprend la signification du mot maman. Je suis d'accord avec vous. Et c'est en effet l'enfant qui nous apprend le sens du mot maman. Parce que le mot maman ou mama, la syllabe ma est la plus simple que vous pouvez faire. Pour faire la syllabe ma, tout ce que vous avez à faire, c'est ouvrir et fermer faire marcher vos cordes, faire vibrer vos cordes vocales, comme ça. Et puis vous ouvrez et vous fermez la bouche. Et si vous baissez le voile du palais, ça va nasaliser, ça va faire ma. Donc, la première syllabe que les enfants peuvent prononcer, c'est comme ça. Ma. La première chose qu'ils disent. Et les mamans pensent qu'il dit maman. Il ou elle dit maman. Mais il ne dit pas maman, il dit juste maman. Il fait les exercices de prononciation et voilà. Donc, c'est un fait, c'est pour ça que c'est assez commun, c'est une façon assez commune de dire maman dans les langues du monde, mais il faut bien voir aussi que c'est un mot assez particulier. C'est une situation particulière. Dans l'ensemble, les mots des langues, ça c'est une idée que Ferdinand de Saussure a établie, c'est que le sens des mots et leur prononciation sont indépendants. L'arbitraire du signe. Il y a un rapport entre le sens du mot et la prononciation du mot que dans les onomatopées, dans les mots de crèche comme maman. Voilà. Dans la grande majorité du vocabulaire, il n'y a pas de rapport de nécessité entre la prononciation d'un mot et son sens. Bonjour, je suis Chao Yang en Master 2 Anthropologie et Ethnologie. Je voudrais vous poser une question sur la langue Bai. En fait, en 2013, vous avez publié un article sur la langue Bai. Et c'est une langue qui empruntait beaucoup de phonétique et de mots de langue chinoise en raison de économique ou politique. Et ce phénomène-là, il continue jusqu'à maintenant. Donc, ma question est que est-ce que c'est un risque pour la langue Bai et la culture Bai? Et est-ce que c'est une tendance en Chine maintenant ou dans le monde entier? Et c'est au sud-est de la Chine, en Yunnan. Yunnan? Ouais. Est-ce que c'est un risque? Ça dépend si vous considérez que les langues veulent se maintenir, veulent continuer à exister. Les langues ne veulent pas toujours continuer à exister. Ainsi, nous avons... Le français est un bon exemple. Une langue qui veut mourir. Le français n'est pas une langue qui veut mourir. Le français est en pleine forme. Ah, pardon. Pour m'assurer. Par contre, les Gaulois, à un moment donné, ils se sont dit, le Gaulois, il y en a marre, on passe au latin. Ils ont dit ça, les Gaulois, ils ont pensé ça. Et en fait, ce qu'ils ont pensé, c'est que pour leurs enfants, c'était mieux de parler latin. Ils auraient plus de chance dans la vie s'ils parlaient latin. Ils se sont dit, on ne va plus leur parler gaulois, on ne veut pas qu'ils apprennent le gaulois, on veut qu'ils apprennent le latin. Et ça se passe dans beaucoup d'endroits. Quand j'étais petit, j'étais en Dordogne, et j'entendais partout parler patois autour de moi, le patois de la Dordogne, le patois occitan. Et maintenant, on n'entend plus parler patois en Dordogne. C'est très rare d'entendre parler patois. Les gens, simplement, se sont dit... Enfin, les gens étaient bilingues quand j'étais petit. Les gens étaient tous bilingues. Les Gaulois aussi étaient bilingues quand ils sont passés au latin. Ils se sont dit, on connaît deux langues, le gaulois et le latin. Des deux, il y en a une qui est utile dans la vie, l'autre qui n'est pas utile. On va juste transmettre la langue utile à nos enfants.
Et c'est ce qui se passe dans le sud de la Chine aussi. Hein, les locuteurs des dialectes chinois abandonnent en masse leur dialecte pour parler mandarin aujourd'hui. Et autrefois, les locuteurs des langues thaï ont abandonné, beaucoup de locuteurs des langues thaï ont abandonné le thaï pour parler chinois. Et maintenant, c'est des locuteurs du cantonais. Une partie des locuteurs du cantonais sont d'anciens locuteurs du thaï. Maintenant, ces gens-là abandonnent le cantonais pour le mandarin. Donc, il y a une espèce de concentration des locuteurs, vers certaines grandes langues et une perte des... Le phénomène s'observe aussi tous les jours, en France par exemple. C'est des psychologues et des spécialistes de l'éducation qui m'en ont parlé. La langue des enfants d'immigrés dont les parents ne parlent pas français, mais les enfants sont à l'école en France, c'est universel en plus comme phénomène. Ce qui compte, c'est la langue de l'école. Et donc, les enfants comprennent la langue des parents, mais ne la parlent pas. C'est le cas des enfants vietnamiens nés en France, des enfants africains nés en France, arabes, etc. Alors, donc ça va dans le sens de l'opportunisme immédiat pour les Gaulois. Pour revenir au paille, le cas du paille est particulier parce qu'apparemment les pailles, il y a quelque chose de très particulier avec les pailles, c'est qu'ils ont pris beaucoup d'emprunts chinois, mais sans jamais basculer. C'est-à-dire qu'il y a, sur les pailles, il y a une espèce de fierté de la langue paille, de fierté d'avoir une langue différente. Ils considèrent que le paille est important, que c'est une part importante de leur identité, ils ne veulent pas l'abandonner. Donc ils gardent, mais la contrepartie du fait de garder le paille sous une influence chinoise forte, c'est qu'ils prennent beaucoup d'emprunts. Alors moi, je me permets de me lever. J'ai une remarque à faire, puis c'est pas une question, c'est modeste, hein, je vais peut-être commencer par ça, à propos de l'importance du millet, notamment à Taïwan. Il y a 10 ans de ça, enfin 15 ans, un petit peu plus, j'ai lancé un groupe de recherche sur les poids et mesures en Asie du Sud-Est et en Extrême-Orient. Et collectif, un groupe vaste opération qui a débouché sur la publication d'un collectif. Et il y avait notamment un article d'une collègue, Madame Chantal Zheng, qui est sinologue, qui enseigne le chinois, qui enseignait jusqu'à très récemment le chinois à l'Université de Provence, et qui signale que chez les Paiwan de Taïwan, l'unité de mesure de base, des mesures de distance dans le minuscule, donc c'est les mesures les plus importantes, les plus anciennes, c'est basé sur la javel de millet. Or, toutes les mesures qu'on retrouve en Asie, mais aussi en Europe, équivalentes, ailleurs évidemment, sont basées toujours sur une céréale ou une plante qui est la plus importante, au départ en tout cas la plus ancienne, comme l'orge pour l'Europe, pour l'Angleterre, par exemple le inch c'est basé sur l'orge, et 12 grains d'orge longitudinaux passés dans l'axe, ça fait un inch. Et puis le grain de riz pour tout le sud-est asiatique, c'est signalé par Jean Baffy pour la Thaïlande en particulier, où on le retrouve. Le grain de maïs, chez certains groupes comme les Hmong qui cultivent plutôt le maïs parce qu'il est dans les hauteurs. En bref, la javel de millet donc compte beaucoup dans les unités de mesure à Taïwan, donc c'est peut-être un argument aussi intéressant. Et puis pour les étudiants, je voudrais relever, parce que je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, moi je suis un peu ému parce que il y a 3 espèces d'énormes bombes, mais positives, des bombes sympathiques, qui viennent de m'exploser au visage, alors qui remettent en cause pour moi beaucoup de choses que je pensais plus ou moins acquises, notamment le fait que Audricourt m'avait appris que l'origine du riz, c'était les une plante parasite des taraudières, des fossés à tarots, donc c'était une plante probablement native du sud-est asiatique, Cambodge, Vietnam, là j'apprends que 5000 ans avant notre ère,
s'est cultivé dans Chine du Nord, donc l'hypothèse d'une origine sud-est asiatique est évacuée pour l'instant en tout cas. 6000, c'est encore pire. Ah oui, ça ne m'arrange pas. Et puis la deuxième chose, c'est que donc les trois céréales se retrouvent à Taïwan, mais le millet prédomine dans la longue histoire, sur le riz, alors qu'en plus je pensais, donc j'en ai parlé tout à l'heure avec vous, mais et j'enseignais ça bêtement à mes étudiants aussi, que le Pierre Gouroux disait que l'Inde et la Chine sont les pays du blé, qui est venu en fait bien plus tardivement, et en tout cas pas du riz, puisque c'est le millet qui, dans l'ethnographie commune aujourd'hui, est plutôt corrélé à l'Afrique. On pense à l'Afrique quand on pense au millet aujourd'hui. En réalité, donc c'est pas le même, mais je veux dire les petites céréales fines. On pense plutôt à d'autres continents, à d'autres places qu'à la Chine, à l'Asie du Sud-Est ou à Taïwan. Alors ça, c'est pour souligner enfin la dernière chose qui a été évoquée ici, qui est pour moi extrêmement importante. Alors j'insiste parce que là, c'est un peu révolutionnaire, mais c'est tout à fait à suivre. Le fait qu'il pourrait y avoir donc une langue mère, en tout cas des entrelacs extrêmement denses entre ces langues, et qu'il y aurait donc l'ancien proto-austronésien et même avant ça le sino-tibéto-austronésien qui serait à l'origine de toutes ces langues, donc de toutes les familles de langues existantes aujourd'hui en Asie du Sud-Est particulièrement. Il y en a 5 au Vietnam. Sauf pas l'austro-asiatique. L'austro-asiatique serait à part. À part. Quand même. Donc il y en a quand même une qui reste à part. Donc c'est extrêmement... Ce qui a été évoqué aujourd'hui est très important, je crois. Il fallait, à mon avis, vous le rappeler. Je ne sais pas si vous aviez bien compris tout ça. Moi, je l'ai mal dit, mais... Donc l'avantage, c'est que votre conférence sera en ligne. On pourra la réécouter, parce qu'elle est dense. Et je vous remercie de ça. Y a-t-il d'autres questions oui. Donc, j'avais juste une question par rapport à ce que... Pardon, oui, je suis étudiant en sociologie, ethnologie. Pardon. J'entends pas. Donc, je m'appelle Judicaël. Et alors, au tout début de votre conférence, vous disiez que ce qui était intéressant dans la première théorie dont vous avez parlé... de l'expansion de la langue par l'apparition de l'agriculture, c'est que vous disiez que on pouvait considérer que, enfin en tout cas la grande hypothèse c'était que toutes les expansions de langue étaient faites par un accroissement démographique, en tout cas avaient une vocation démographique. Alors comme vous avez parlé, vous l'avez évoqué en tant qu'hypothèse, je voulais savoir si maintenant avec tout le cheminement qu'on fait, notamment le travail que vous avez fait, c'était plus quelque chose qui relevait de la règle ou est-ce qu'il y avait encore des contre-exemples ou est-ce que on considère maintenant que c'est vraiment une règle que une langue s'accroît et par accroissement démographique? Voilà ma question. Non, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Évidemment, à l'époque moderne, les langues peuvent s'accroître par des moyens militaires. Par la colonisation. Donc, ça serait c'est une autre possibilité de formation des familles de langues dans le futur. Dans le passé, je n'en connais pas d'exemple clair. Enfin, dans le passé lointain, disons, dans le passé, pour les familles de langues existantes aujourd'hui, relativement diversifiées, il faut au moins supposer, pour qu'une langue arrive à en dominer d'autres par des moyens militaires, il faut déjà qu'elle ait une population assez importante. Donc on peut supposer qu'il y a eu au départ une expansion démographique basée sur une amélioration des moyens de subsistance par domestication. Par exemple, ça peut être par des domestications de céréales, par des domestications d'animaux, comme on a vu avec l'Indo-européen et l'Austronésien. Et ça peut être aussi potentiellement par
l'invention d'une nouvelle technique de chasse ou de pêche. Probablement, la famille Esquimaux-Aléout s'est formée de cette façon, pas par des domestications d'animaux, ni par des domestications d'animaux ou de plantes. C'est probablement je ne sais pas, peut-être l'invention du kayak ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est quelque chose, c'est une question qu'il faut se poser. Oui. Disons que le processus hypothétique, quel qu'il soit, d'augmentation d'une population par augmentation des ressources, par exemple domestication d'une plante ou utilisation d'une espèce animale, le lait par exemple, etc., permet donc un accroissement de population et donc implique un agrandissement démographique, une densité plus forte, obligeant une partie de la population à migrer, puisque les ressources sont limitées aussi à un moment. Puis pas seulement ça, il y a des histoires politiques, on a envie d'être chef dans son propre royaume, même si on est borgne. On a envie, c'est le principe qui est développé dans le travail de Edmund Leach sur les systèmes politiques des hautes terres de Birmanie, chez les Kachin, où les Kachin, les enfants d'un certain, dans la parenté, les cadets partent créer des nouveaux villages pour pas restés assujettis à leurs parents, à leurs oncles, à leurs pères, etc. Donc il y a un processus comme ça qui est assez dynamique et qui implique une migration, mais on oublie un élément essentiel que vous prenez en compte dans vos publications, mais vous ne l'avez pas souligné là. La curiosité humaine, vous l'avez dit pour Taïwan qui voyait de loin, c'est aussi ça, l'homme cherche aussi, non, je sais pas. Enfin, la curiosité, à mon avis, dans le cas de Taïwan, la curiosité, c'était une curiosité qui consistait à se dire, tiens, qu'est-ce que c'est cette montagne? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, de bons endroits pour pêcher là? Voilà, il y a une île là-bas, manifestement. On ne connaît personne qui y soit jamais allé. Donc, très vraisemblablement, c'est un bon endroit pour pêcher parce que personne n'y va. Et en plus, une fois qu'on aura pêché, on pourra aller se reposer sur la plage. Il fallait quand même du courage. Regardez, les anciens navigateurs, au moment où Christophe Colomb va vers les mers, d'ailleurs chercher lui aussi des endroits pour pêcher, parce que finalement il va vers les Indes pour faire du commerce, eh bien, ils savaient que l'eau au niveau de la banquise gelait, et ils imaginaient que l'eau sous l'équateur allait bouillir. Donc ils pensaient qu'ils allaient mourir de toute façon. Et ils y allaient quand même. C'est quand même extraordinaire. Alors là, les navigateurs austronésiens, enfin les premiers qui vont à Taïwan, les navigateurs qui viennent du Shandong, là ils sont quand même courageux, parce que c'est loin quand même, enfin, sur des petits bateaux. Non? Ils avaient des petits bateaux sophistiqués déjà? On ne sait pas quel genre de bateau ils avaient, mais en tout cas ils avaient des bateaux qui leur permettaient de faire la traversée de 130 km. Mais en vue. C'est la navigation en vue. C'est pas de la navigation en haute mer. Donc ils savaient qu'il y avait des périodes de l'année où il n'y avait pas d'orage, pas de typhon. Donc évidemment, ils sont allés dans ces périodes-là. Traversée de 3 jours, en pagayant. Merci beaucoup. Moi, c'est Papa Moussa Fall. Et bonjour à tout un chacun. Moi, c'est Papa Moussa Fall, Master 1 Anthropo. Alors moi, j'ai 2 questions. La première, en fait, à chaque fois que vous parlez, vous évoquez en fait la langue mère ou l'origine. J'aimerais savoir en fait quelle est cette langue mère là et le rapport qu'elle a avec le mythe qu'on a tendance à évoquer dans les livres religieux, le mythe de Babel. En fait, le rapport. L'autre question, c'est que on l'a dit tout à l'heure que les langues évoluent, mais aussi elles fonctionnent, elles se structurent et elles se diffusent. C'est dans ce cheminement de diffusion, de structuration et de fonctionnalisation, la langue, en fait, elle ne le fait pas seule, elle le fait avec
d'autres éléments comme la culture et l'histoire. Quel est ce rapport aussi entre la langue et les autres éléments tels que la culture et l'histoire? Merci. Je vais répondre à la première question et je vais vous demander tout après de reformuler votre deuxième question parce que j'aurais besoin de la réentendre. Alors, s'agissant de la langue mère, je ne parle pas de la langue mère de toute l'humanité. Je ne suis pas du tout certain qu'il existe une langue mère de toute l'humanité. Au début du XXIe siècle, il y a eu un mouvement de pensée qui s'appelait la Nouvelle Synthèse, qui était dirigé par des chercheurs comme Joseph Greenberg, Mary Trullen et d'autres en Russie. Ces gens pensaient que l'apparition de l'espèce humaine était très récente et que même à l'intérieur de l'espèce humaine, il y avait une deuxième... Ils pensaient que au cours de l'apparition de l'espèce humaine, il y a à peu près 60 000 ans, au moment ou un peu avant 60 000 ans, les hommes avaient commencé à parler, et qu'avant, ce n'était pas exactement les hommes modernes, c'était une espèce plus ancienne. Et ils pensaient que la capacité des hommes à parler, bon, c'est que tous les hommes parlent, il n'y a pas d'hommes qui ne parlent pas, il n'y a pas de population qui ne parle pas. Donc la capacité de parler est essentielle chez les hommes, elle est génétiquement programmée. Donc il se disait que l'apparition de cette capacité à parler était en fait assez récente. La date exacte doit dépendre des chercheurs, mais disons 100 000 ans, pas plus de 100 000 ans, quelque chose comme ça. Donc une date relativement récente comme ça vous donne la possibilité de comparer les familles de langues les unes avec les autres et de vous dire que tiens, tel mot, on le retrouve souvent d'une langue à l'autre. Par exemple, le mot pour deux, souvent c'est quelque chose comme bar. Donc ils se sont dit, ah oui, tiens, voilà un mot de la langue mère de toutes les langues du monde. Ils reconstruisaient comme ça, je sais pas, une vingtaine de mots de la langue mère de toutes les langues du monde. Et leur méthodologie était assez lâche, assez relâchée, pas du tout stricte. Et aujourd'hui, on n'y croit plus du tout. Et on sait maintenant que les espèces précédant notre espèce, les espèces humaines, enfin les variétés humaines que notre espèce, Homo sapiens sapiens, a supplanté, ces espèces-là parlaient aussi. Très vraisemblablement, Néandertal parlait. Peut-être pas exactement comme nous, mais il parlait certainement, autrement il n'aurait pas pu faire les choses qu'il faisait. Donc ça veut dire que la capacité à parler chez les humains est beaucoup, beaucoup plus ancienne que ça. Ça date au moins de 500 000 ans, si pas plus. Et ça rend complètement illusoire l'idée d'arriver à retrouver la langue mère de toutes les langues humaines. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion. En tout cas, quand je parle de langue mère, je ne parle pas du tout de langue mère de toutes les langues humaines. Je parle des langues mères, des familles de langues qu'on a déjà identifiées comme étant des langues apparentées. Il y a à peu près 150 familles de langues identifiées. On sait que les langues de chacune de ces familles sont apparentées, qu'il y a une langue mère pour chacune de ces familles. Et c'est ces 150 langues mères-là que j'ai en tête. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Est-ce que vous pourriez maintenant reformuler votre deuxième question, parce que je n'ai pas très bien compris. En fait, on a tendance à dire que les langues évoluent. Elles se diffusent, se fonctionnent et structurent. Mais dans ce fonctionnement, dans cette structuration-là, dans la langue, dans ce cheminement-là, en fait, la langue, elle ne le fait pas seule. Elle le fait aussi avec d'autres éléments, tels que la culture. Parce qu'en fait, la langue véhicule la culture. Parce que quand nous disons, par exemple, un mot, bonjour, par exemple, il y a toute
toute une histoire, il y a toute une culture derrière, en fait. Et par ailleurs, il y a Lévi-Strauss qui disait que, si je ne me trompe pas, les mots ne sont pas que des mots, ils sont aussi des idées. Donc, quelle est donc cette relation-là qu'on peut lier entre la langue et les autres éléments tels que la culture? Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'intelligent là-dessus? Je ne sais pas. La langue est peut-être un aspect de la culture. Pardon? Véhicule quelle la culture? Oui, certainement. Certainement, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, les langues indo-européennes ont un vocabulaire complexe, abondant du lait, et ils avaient une culture du lait, donc dans ce sens-là, la langue indo-européenne véhicule la culture du lait. Enfin, les langues indo-européennes véhiculent la culture du lait. Je ne sais pas si elles la véhiculent, mais en tout cas, elles la contiennent, elles l'expriment d'une certaine façon. Les langues d'Asie, pas juste l'austronésien, mais les langues sino-tibétaines, Miao Yao, Tai Kadai, véhiculent une très complexe culture agricole, ce que ne font pas les langues indo-européennes. Donc oui, les langues véhiculent la culture matérielle, certainement. Pour ce qui est de la culture immatérielle, c'est moins clair, mais de toute façon, la plus grande partie de la communication entre les hommes se fait par l'intermédiaire de la langue. Donc forcément, la langue est indissociable de la culture. Maintenant, voilà, je ne saurais pas quoi dire d'autre sur cette question. Je vous prie d'en écrire. Il y a une question, c'est ça, dans le fond? Oui, attendez, on va vous... Allez-y, d'abord. Oui, peut-être dans le prolongement de la dernière question, s'il y a eu une scission à un moment donné entre les Sino-Tai et les Austronésiens, ça permet de repenser aussi une origine culturelle commune. Dernièrement, on voyait surtout l'opposition culturelle, je pense, à travers les théories de Descola entre les Chinois et les Malais, quoi. Enfin, alors que là, on pourrait peut-être aussi, donc ma question par rapport au mythe d'origine, est-ce que vous avez quelque chose qui permettrait de se rapprocher de cette proximité? Il existe des mythes communs aux Chinois et aux Austronésiens. Il y a des mythes d'origine en particulier, le mythe de la naissance d'un couple primordial à partir d'un œuf, de corbeau, soleil. Il y a toute une mythologie commune qui n'est pas très connue, mais qui existe. Pour ce qui est de la culture que nous avons aujourd'hui, je pense que la culture ne se transmet pas du tout comme la langue. Et la culture que nous avons aujourd'hui ne se transmet pas verticalement. Dans les langues, il y a des éléments différents. Il y a des éléments qui se transmettent verticalement et des éléments qui se transmettent horizontalement. Par exemple, si vous prenez le vocabulaire, certains mots sont faciles à emprunter, d'autres mots sont très difficiles à emprunter. C'est très rare de voir une langue qui emprunte à une autre langue les pronoms personnels, je et tu, ou qui emprunte à une autre langue les nombres 1, 2, 3. C'est extrêmement rare. Ou qui emprunte des noms de parties du corps, le mot pour la tête, ou le mot pour la main, la dent, l'œil, ça s'emprunte extrêmement rarement. Pas jamais, mais rarement. Le paille, justement, a emprunté du vocabulaire de base. Le paille est particulier. Par contre, il y a du vocabulaire qui s'emprunte extrêmement fréquemment. C'est le vocabulaire des techniques.
le vocabulaire des sciences, le vocabulaire des idées, de la philosophie, de la religion, les poids et mesures, les termes de métallurgie, les noms des métaux. Voilà, ça s'emprunte extrêmement fréquemment. Vous pouvez compter que dans n'importe quelle langue, ce vocabulaire-là est en grande partie emprunté. Mais le vocabulaire dit de base, partie du corps, pronom personnel, chiffre 1, 2, 3, ça ne s'emprunte que très rarement. Donc vous voyez, il y a une partie il y a certains éléments dans les langues qui sont hérités, presque forcément hérités, et d'autres éléments qui ne reflètent pas du tout les temps anciens. Le vocabulaire culturel ne reflète pas du tout les temps anciens. Et la culture elle-même ne reflète pas du tout les temps anciens. Donc vous pouvez avoir très bien une coupure culturelle forte entre l'Asie du Sud-Est, entre l'Asie continentale et l'Asie insulaire aujourd'hui, comme le disait Descola, mais cette coupure très forte n'est pas forcément ancienne. C'est une coupure qui s'est instaurée, une coupure culturelle qui s'est instaurée au fil des millénaires. Monsieur, pardon. On va continuer la discussion après, parce qu'il faut qu'on conclue, il faut qu'on quitte la salle à 5 heures. Je me permets d'interrompre. Il y a juste, avant de passer la parole en clôture à mon camarade et collègue, estime et collègue Jérémy Acometti, je voudrais signaler aux étudiants notamment l'importance d'un facteur, d'un thème plutôt, qui a été mentionné ici, c'est le lait. Alors, l'importance du lait est non seulement au point de vue culturel, mais au point de vue datation, au point de vue linguistique, au point de vue génétique, etc. Et nous a été bien démontré. Mais je voudrais vous rappeler l'existence d'un article extrêmement, à l'époque, esselé. Le premier, à ma connaissance, sur l'Asie du Sud-Est, d'ailleurs, c'est pas sur l'Asie du Sud-Est, c'est dans le monde, mais le premier qui en ait parlé en ethnologie, c'était Lucien Bernot, professeur au Collège de France, qui s'est intéressé aux buveurs et aux non-buveurs de lait, et il a tracé en réalité une ligne de démarcation assez nette entre les populations. C'était un travail pionnier, sans prétention à l'époque, mais très pionnier, très utile, qui est paru en 88 dans un numéro de l'Homme, dans la revue L'Homme, qui est réédité dans on a republié les articles de Bernot en volume à la Sorbonne, presse de la Sorbonne en 2000, ça s'appelle Voyage dans les sciences humaines, et c'est page 173, ça commence, dans la réédition. C'est un article très important, où il montre un peu comme en France, vous savez, la démarcation qu'on peut faire culturelle entre les toitures en ardoise et les toitures en tuiles, avec les interférences historiques comme en Vendée, où c'est devenu en tuiles, c'était en ardoise à cause de la guerre de Vendée, évidemment. Donc on a quelque chose non seulement important sur le plan génétique, sur le plan linguistique, mais également sur le plan ethnographique. Et là, il y a des travaux à poursuivre, puisque ça demande énormément de travail, de connaissances, mais c'est à peu près vierge sur ce plan-là. Donc, je suppose que je ne connaissais pas ce travail. Ah bah, je vous envoie ça. Voilà, et je passe la parole à mon camarade. Donc. Cette tâche de terminer cette très belle journée, je pense très intéressante, très dense. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi. Je voulais revenir à la dernière question sur Paul Descola. Je voulais juste ajouter que Philippe Descola, par exemple, quand il propose les 4 ontologies, le totémisme, l'analogisme, le naturalisme et l'animisme, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est figé dans le temps. C'est quelque chose qui évolue, qui change, et à certaines époques et dans certains lieux. Autrement dit, par exemple, en Europe, avant la Renaissance, on était dans ce que Descola appelle l'ontologie analogiste, pour basculer ensuite en ce qu'il appelle aujourd'hui l'ontologie naturaliste, pour dire qu'aujourd'hui, même si on part d'un point commun, ça explique aussi avec un certain processus évolutif, un changement vers plutôt une ontologie que lui définit animiste plutôt qu'une ontologie analogiste. Je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais on peut discuter aussi devant un verre prochainement. Je voulais, toute la conférence d'aujourd'hui m'a fait
pensé à un livre cher à Alain Testard, notamment dans l'introduction avant l'histoire. Dans ce livre qui fait discuter au-delà des propos, ces processus évolutifs qu'il analyse, bien entendu très différents de l'évolutionnisme à la Morgan, Taylor et Fraser. Il reprend vraiment cette idée qui, selon lui, est quand même une idée évolutive de diffusion, qu'on a bien vu là, en diffusion d'une langue, plutôt si on veut aller vers la question, votre question d'une diffusion entre beaucoup de guillemets d'une culture, mais qu'on doit quand même réfléchir encore à cette idée d'emprunt qui se sont faits les sociétés dans le passé aussi pour comprendre les sociétés d'aujourd'hui, toutes en considérant aussi ce qu'Alain Testard parle des processus de convergence, donc certaines choses qui sont apparues à certains lieux et ils n'ont pas, on va dire, de corrélation entre les deux phénomènes. Je pense que cette idée de diffusion ou d'emprunt a été vite évacuée par les grands paradigmes, le fonctionnalisme, plutôt le structuralisme, que le culturalisme américain. Je trouve que Alain Testard propose de retravailler, bien entendu, sur une forme nouvelle, cette idée d'empreinte. Et je pense que c'est aussi une tâche que aujourd'hui aussi nous, la nouvelle génération, de partir de ces concepts pour les critiquer ou pas, mais c'est quelque chose qu'on doit quand même tenir en compte. Sur ça, je vous souhaite à tout le monde un bon week-end et je donne la parole au président. Avant que Brian venait, nous remercions nos assistants. Bon, Marc, vous avez parlé, Marc Emmanuel Grand-Georges, pardon, Romain Denimal, tous les deux en master, et Brian Nemec également en master, qui nous assistent techniquement pour le séminaire, et Marc qui parlait en plus aujourd'hui comme conférencier. C'est votre déco, nous avez initié. Merci à tous, merci d'abord à Laurent Fabien. C'est ça, mon truc là, parce qu'il mon machin, super, hein, parce que